Nanana, ça a l'air, le son a l'air d'être bon. Vas-y, bonjour Nicolas, comme ça te fait parler. Bonjour, bonjour à tous. Très heureux d'être là. Tu vas bien? Mais oui, très bien, et très très heureux de passer ce début de soirée avec vous pour parler d'un beau sujet. C'est clair. Et QGL, oui, j'attendais devant l'écran depuis. Bah ouais, ben tu sais pourquoi QGL, on s'est fait détwitcher pendant 7 jours. Tu étais là hein, pourtant, mais ça n'a aucun sens, mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Bah, je vais vous le dire, c'est parce qu'apparemment nous aurions passé des extraits olé olé, interdits par. Enfin bref, alors que ce qu'on diffusait à ce moment-là était vraiment ultra soft. Et que. Alors on n'avait rien passé de pornographique ou même de vaguement érotique, mais on a passé des trucs pires que ça, quoi. Et là, vraiment, Twitch, en plein milieu du stream, au milieu du film, a fait ouais, non, bah non, 7 jours sans Twitch. Donc on était vraiment Ah oui. super. Enfin, moi, ça m'a fait un véritable arrachement personnel de ne pas avoir la chaîne Twitch pendant une semaine. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé mon bébé, quoi. Ah ouais, c'est pas drôle. Et voilà. Donc là, c'est grand retour. Ouais, donc je suis content d'être de retour. Et voilà, donc en plus j'ai de nouveaux setup et tout, donc je teste tout le temps des trucs, mais là je pense que j'ai trop de lumière, mais après on va vraiment pas me voir, je vais tester. Ouais, non, faut pas exagérer non plus. Truc. Et si on fait de la réflexion comme ça? Ouais, au moins j'ai moins dans les yeux, ça va, c'est déjà ça. Et ben écoute Nicolas, bienvenue sur la chaîne, ça fait... Alors, on était sur quoi la dernière fois qu'on avait fait sur Dune? Je crois qu'on était sur YouTube. Alors on était sur Discord et puis ensuite sur YouTube, ouais, exactement. Ouais, c'était ça. Exactement. On n'avait pas encore lancé la chaîne à l'époque. Bah oui, on l'a lancé il y a un an à peu près. Donc Hmm. c'est plutôt notre nouveau joujou maintenant. Je préfère largement Twitch à YouTube vraiment quoi. Ouais, 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 non mais c'était bien, c'est une bonne manière de communiquer. Puis en plus, vous avez une très belle programmation là régulièrement. Bah merci Moi, je suis beaucoup. ravi de pouvoir faire partie de la programmation de cette semaine. Et ben merci FL Reptile pour le follows. 974 followers. Bientôt 1000. Un grand moment. Moi je vais être content. C'est un petit moment. Comment dire, un petit moment de joie personnel, avoir 1000 followers, et voilà, au bout d'un an, je pense que ça sera cool. Si on y arrive, hein, si personne ne se désabonne, parce que on aime plus ce qu'on fait, mais ça a l'air plutôt de bien se passer. Ah bah tant mieux, super. Du coup, ben écoute, Nicolas, oh là là, faut que je me réveille. Tu es donc dans notre émission concept qui s'appelle Réponse compliquée à une question simple. Émission qui, voilà, j'ai inventé un peu comme ça pour vous chercher un truc un peu rigolo. Mais l'idée, on aurait d'ailleurs pu appeler d'ailleurs ça émission Réponse compliquée à une question. Alors, je vais dire un gros mot à l'antenne, putaclic. Là, pas pour toi, hein, mais parfois on fait vraiment des trucs vraiment qui sont en mode qui Mhm. attirent le regard, comme South Park est-il de droite, X-Files est-il de droite, etc. Donc c'est vrai qu'on cherche, Ouais. on cherche un peu les ennuis, entre guillemets. Mais on fait aussi des émissions beaucoup plus cool. Euh, et donc, ben oui, effectivement, on t'avait reçu sa date, hein, c'était quoi, octobre 2020, un truc comme Oui, ça? c'était en octobre 2020, oui, oui, exactement. C'était au moment en fait où mon essai consacré à Dune allait sortir. Et puis il y avait eu le fameux report du film de Denis Villeneuve qui est sorti 11 mois plus tard. Ouais. Et donc effectivement, il y avait toute cette volonté de votre part qui était bonne de préférer un peu un cycle autour de Dune avec Lloyd Cherry, avec mon Mhm. livre. C'est vrai on a pu avoir un bel échange à ce moment-là, mais malheureusement le film a été bien reporté. Ouais, ça nous avait fait bizarre à l'époque. Enfin, en plus, on s'était pris le deuxième confinement en plein nez quelques semaines plus tard. C'est ça. Moi, Ouais. j'avais fait 2 semaines, 2 mois à rien faire, ce qui est très rare chez moi. Et j'avais vraiment passé deux Mm. mois juste à être chez moi et à me reposer parce que j'avais tellement lancé de trucs, ça avait été tellement annulé. J'étais mais ultra blasé à ce moment-là, quoi. Mais bon, on a Ah bah vu oui, le. complètement. Mais du coup, commençons par ça. Quand même. Qu'est-ce que tu as. Bon, finissons l'émission que nous avons pas fini. Enfin, le cycle que nous n'avions pas fini à tes côtés. Donc, depuis, tu as vu Dune, hein, j'imagine bien que tu étais allé le voir au cinéma. Oui, Et t'en as oui. pensé quoi? Alors moi j'ai bien aimé dans l'ensemble cette adaptation parce que je pense qu'il faut être très réaliste. C'est un roman qui est extrêmement difficile à adapter au cinéma.
Et je trouve que Denis Villeneuve s'en est quand même bien sorti parce que le film reste plaisant pour quelqu'un qui connaît vraiment le roman et même les romans qui suivent. Et en même temps, ça reste très accessible pour des personnes qui ne connaissent absolument pas l'univers. Et je trouve que là, il a su être à la fois pédagogique, tu comprends clairement l'histoire si tu n'as pas lu les romans, tout en distillant tout au long du film plein de références que les fans des romans peuvent voir et apprécier. J'ai trouvé que c'était bien. Et certes, c'est peut-être pas une adaptation qui est extrêmement originale ou extrêmement audacieuse, mais en fait, Dune n'avait jamais eu de vraie adaptation fidèle. Et donc, je pense que c'était important aussi qu'on ait une adaptation comme celle-ci maintenant. Je trouvais que le casting était très bon par ailleurs. Il y a vraiment un très beau choix qui a été fait pour les personnages, pour leur représentation. Et puis surtout, il y a quelque chose que Denis Villeneuve avait bien compris et que je pense qui n'était pas suffisamment présent dans la version de David Lynch, c'est que le personnage principal de Dune, c'est pas Paul Atreides, c'est le désert en fait, c'est la planète Arrakis. Et je trouve que le désert a vraiment été très bien mis en valeur dans cette adaptation. On a vraiment l'impression d'être sur cette planète et d'être confronté justement à ses mœurs avec la population des Fremen, etc. Et donc dans l'ensemble, moi c'est une adaptation qui m'a plu. Elle a forcément toujours des défauts, puisqu'une adaptation n'est jamais parfaite, c'est toujours une trahison du matériau d'origine. Mais dans l'ensemble, moi je trouve qu'il a fait un beau travail. Et ce qui est bien en plus, c'est que j'ai constaté que ça avait donné envie à beaucoup de nouvelles générations de lire le roman, de s'intéresser au roman. Et je trouve que quand une adaptation arrive à faire ça, ça veut quand même dire que la mission a été plutôt bien accomplie. D'accord. Et si tu avais des défauts un peu précis à donner au film, des choses qui t'ont pas plu, ça serait lesquelles? Ou Ce laquelle? qui m'a moyennement plu, ouais, c'est que je trouve qu'il y a une forme d'accélération de l'intrigue dès l'instant où les Atreides arrivent sur Arrakis. C'est-à-dire que dans le roman, on prend beaucoup plus le temps de les voir s'installer. Il y a toute une longue scène de banquet qu'aimait beaucoup d'ailleurs Frank Herbert, qui était très importante, qui a été Mhm. coupée au montage. Et en fait, je pense que Denis Villeneuve a vraiment voulu nous proposer ce film comme étant un peu une tragédie grecque où tout se tient finalement en un temps très réduit, tout s'accélère, les personnages ne maîtrisent pas la situation. Donc c'est une vision qui est tout à fait possible, envisageable avec Dune. Simplement, quand tu aimes vraiment le roman, tu aimerais que il y ait un peu plus de temps qui soit pris pour installer un petit peu les choses sur Arrakis, développer peut-être un peu plus certains personnages secondaires. Mais en fait, pour cela, il aurait fallu que le film excède les 3 heures, ou alors, si vraiment tu veux rendre justice au roman dans sa complexité, il faut plus partir dans ce cas-là sur une série télévisée plutôt qu'un film en deux parties. Donc voilà, à la fois c'est des reproches, mais en même temps, je suis conscient que c'était très difficile avec un film et en 2 heures et demie ou un petit peu plus de ne pas d'éviter ces défauts-là que j'ai pu reprocher. Ouais. J'ai trouvé qu'il avait quand même, justement, un peu dans sa narration, une esthétique, mais comme beaucoup de choses actuellement, et comme quel autre film déjà aussi, oh bon, j'ai oublié. Justement, qui faisait qui ressemblait beaucoup à une esthétique de justement de séries HBO avec beaucoup d'argent, etc. Oui, Et qu'on avait vraiment ça, et effectivement, qui donnait presque le sentiment d'attaquer une série. Genre là, on voyait l'épisode en deux parties qui ouvrait le truc, enfin, on va dire ça. Et surtout, deuxième chose, c'était que ce film, sans sa suite, qui était à ce moment-là un peu en suspens, oui. aurait beaucoup de mal, je pense, à bien vieillir ou avoir de la valeur en fait, sans sa suite en Oui. fait. Enfin, sans ça, c'était mort Ah quoi. oui, complètement. Ouais, 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 oui, oui, complètement, hein. Moi, j'avais entendu dire qu'ils avaient essayé à un moment donné de faire en sorte quand même que cette première partie se tienne en elle-même et qu'on puisse se dire, même s'il n'y a pas de deuxième film, ce sera pas bancal. Mais en réalité, non, ça aurait été complètement bancal. Donc, Mhm. heureusement justement que le film a bien marché, notamment en Europe, et que la suite a été bien décidée pour Denis Villeneuve, parce que sinon, ça aurait été quand même assez frustrant. Parce que, en plus, le premier film met en place plein de choses qui sont intéressantes, mais on voit bien quand même que tout le potentiel, notamment en ce qui concerne Paul, le fait que ce soit un héros assez torturé, un héros qui va être à la fois victime et bourreau, tout ça commence à être mis en place dans le premier film, mais forcément ça peut pas être complètement exploité. On a vraiment besoin du deuxième film pour cela, donc voilà, heureusement qu'il a pu se faire, mais voilà, dans l'ensemble, moi j'ai été quand même plutôt satisfait parce que on voit quand même que c'est quelqu'un qui aime profondément le roman d'Annie Villeneuve, qu'il a Mhm. voulu vraiment en rendre compte.
Et c'est peut-être pas une adaptation effectivement extrêmement originale, mais tu sens quand même que c'est l'adaptation de quelqu'un qui est respectueux du matériau d'origine, qui veut essayer le plus possible de le conserver. Et je pense que Dune avait quand même besoin, au moins pour une première fois, d'avoir une adaptation assez fidèle, parce que ce que l'on avait précédemment, c'était soit inachevé, soit quand même parfois très éloigné de la réalité. Je pense notamment, moi j'ai trouvé que le baron Harkonnen était assez fidèle au roman, justement, alors que dans la version de David Lynch, certes, il est assez original dans la manière dont il est traité, Mhm. mais justement, Frank Herbert était assez furieux, trouvait qu'on en avait fait un personnage un peu clownesque, un peu cartoonesque, un personnage qui dans le roman normalement suscite plutôt la frayeur. Et là, je pense que Denis Villeneuve, lui, a bien réussi justement à traiter ce personnage-là. Donc voilà, moi j'ai un avis plutôt positif sur le film. Je considère pas que c'est un film qui est absolument immense, que c'est le plus grand film de l'année dernière pour autant, mais je trouve quand même que c'est une adaptation tout à fait honorable et qui a quand même beaucoup d'atouts qui font que c'est une adaptation, grâce à sa deuxième partie, je pense qu'il vieillira quand même bien dans le temps. Ça restera le film de référence sur Dune pendant pas mal de temps, je pense. À l'instar du Seigneur des Anneaux, il y a 20 ans, pareil, qui est devenu le film de référence Oui, du Seigneur des Anneaux, jusqu'à oui, un hypothétique remake, reboot, enfin tout ce qu'on veut dans longtemps, je pense. Enfin, il y a la série qui arrive oui, t'as aussi. raison. Ouais, 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 c'est bien. Tu as tout à fait raison de faire le parallèle avec Le Seigneur des Anneaux parce qu'en fait, c'est quand même deux monuments des littératures de l'imaginaire, deux monuments qui pendant longtemps étaient présentés comme inadaptables au cinéma. Et Dune semblait même encore plus maudite comme adaptation que Le Seigneur des Anneaux. Et là, le fait que les deux puissent être adaptés, moi je trouve que c'est vraiment positif parce que ça va aussi peut-être inciter de plus en plus les créatifs, notamment à Hollywood, eh bien, à s'attaquer à des projets qui auparavant pouvaient un peu effrayer, pouvaient être jugés peut-être moins sécurisants. Donc voilà, moi je porte un regard assez positif là-dessus. Je crois pas du tout par contre que ils arriveront à adapter l'ensemble des romans. Je pense que Non. vraiment les autres romans sont trop spécifiques. C'est vraiment une niche en science-fiction, les romans. Même à partir du tome 2 déjà, ça plaît pas à tout le monde. Donc voilà, je pense que je suis plutôt confiant pour le deuxième film. Je pense qu'il y aura un certain succès, ça va bien se passer. Mais par contre, je ne suis absolument pas certain que ça devienne une grande franchise à la Star Wars. Ça, j'y crois pas du tout. Non, c'est mal barré, mais par contre, je pense que si Villeneuve pourrait terminer sur le Messie de Dune, vraiment, ça ferait une très Voilà, bonne, ça ça ferait une c'est vrai. excellente trois films excellents, sachant que le Oui, Messie de Dune est assez court en soi, il peut vraiment être adapté en un film, mais sans souci, clairement. oui, Que moi, je trouve que c'est oui, justement un contrepoint, comme tout le monde le sait, à Dune, puisque ça détruit ce que ça a construit sur son mythe du héros, et moi, oui, j'adore ça, c'est mon préféré. oui. Parce qu'il était étonnant quand tu le découvres, tu fais quoi? Enfin, t'es vraiment dans la stupeur. Donc Oui, je pense que Villeneuve, faut qu'il arrive à finir, au moins ce que Messi, effectivement, s'attaquer aux enfants de Dune, peut-être en série avec un peu de pognon HBO, ouais, qu'ils y aillent, quoi. oui, Ça pourrait être simple, ça pourrait fonctionner sur deux trois saisons, mais après, bon, c'est l'empereur de, ça. de Dune, là, c'est mort, enfin, c'est plus possible. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et ça a été évoqué d'ailleurs. Alors, est-ce que ça se fera ou pas? Mais ce serait bien de dire finalement, on pourrait partir sur une forme de trilogie et considérer au fond que l'histoire complète de Paul, c'est vraiment celle qui se termine à la fin du Messie de Dune, même si c'est un personnage secondaire dans Les Enfants de Dune, mais justement, il est vraiment plus très important. Et c'est vrai que ce serait très bien. Ça permettrait justement d'avoir une vision complète du personnage et de l'histoire. Donc, il faut croiser les doigts. Mais je pense que ça, ils le mettront pas en chantier tout de suite et que ça va vraiment dépendre des résultats du deuxième film. Donc souvent une suite marche un tout petit peu moins bien au box-office que le premier film. Donc il faut souhaiter que justement cette suite résiste quand même bien, qu'il n'y ait pas une trop grosse érosion du nombre de spectateurs. Hmm. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Et ben voilà, c'est notre petit point d'une, c'était notre post-face à notre rencontre d'il y a 1 an et demi, quoi. Et donc, Voilà, c'est ça. on va s'attaquer donc à ton dernier essai, Les mondes extraordinaires de Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction, édité chez Armand Collin. Donc, tu as eu la gentillesse de m'envoyer en fin d'année dernière, pardon. Merci déjà de Ah cet bah, envoi. avec plaisir. Ça a été un plaisir de nouveau de lire ce que tu as fait, puisque j'avais lu aussi ton ouvrage, ton essai sur Dune chez Dunod, hein, c'est ça, celui-ci qui était donc en Oui, 2020. exactement.
T'es passé de Armand Collin d'une ode de nouveau à Armand Collin, si c'est pas indiscret pour Ah, quelle c'est très raison? simple en fait. Oui, c'est une bonne question. En fait, ce sont deux maisons sœurs, c'est deux maisons jumelles. Et donc, quand tu travailles pour l'une, tu peux tout à fait travailler pour l'autre. Ça dépend des projets en fait. Il y a certains projets qu'ils préfèrent publier chez Armand Collin, d'autres qu'ils Mhm. préfèrent publier chez Duno. Donc, dans ce cas-là, bah, je m'adapte. En fait, ça change fondamentalement rien à mon travail. Parfois, ça m'amène simplement à travailler avec un éditeur ou une éditrice différente, mais fondamentalement, ça change rien pour ce qui concerne les droits d'auteur, par exemple, très concrètement, ou plus globalement dans le travail sur le livre, pour les délais, le nombre de pages, etc. Ça change pas grand-chose, c'est juste une politique éditoriale, voilà. Donc, D'accord. parce que ce sont deux maisons qui appartiennent à Hachette, qui partagent les mêmes locaux, qui ont les mêmes éditeurs. En fait, un éditeur peut travailler pour Duno et pour Armand Collin en même temps. Ok. Et donc voilà, souvent en fait les projets qui sont considérés comme un petit peu plus scientifiques sont chez Duno et les projets un petit peu plus littéraires sont chez Armand Collin. Voilà. Mm. D'accord. Et du coup, ben, ça a été édité sous le format d'un beau livre, hein, mine de rien. Enfin, je sais pas si ça se voit Oui, bien à l'écran. Donc, et qui reprend forcément enfin, les voyages fantastiques de Jules Verne chez Hetzel. Enfin, vraiment cette patte-là. Et donc, il a été illustré. C'était illustré par qui? oui, c'est illustré par une artiste française qui s'appelle Vassana Vongvilet, qui travaille en fait à l'encre de Chine et donc qui a décidé, en fait, on a vu ensemble pour qu'elle illustre certaines grandes scènes des romans de Jules Verne. C'était une manière, même si bien sûr on n'étudie pas uniquement dans ce livre ses romans, je parle surtout de lui en tant que père de la pop culture, ce qu'il a apporté à la pop culture, Mhm. mais il s'agissait aussi de revivre un petit peu à travers le dessin tous les voyages extraordinaires qu'il avait composés. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'encres de Chine qui sont présentes dans ce livre pour en faire un beau livre avec une couverture cartonnée. Mhm. Puis à l'intérieur, on a un petit cahier couleur aussi avec des photos justement qui illustrent son très très riche héritage culturel. Voilà, avec Steven Spielberg Ouais, notamment, qui est un le des gros invités. Titanic. Et quel est ton rapport, toi, avec Jules Verne? Qu'est-ce qui t'a mené à vouloir travailler sur cet auteur, outre l'idée que tu développes, qui serait donc aux origines de la pop culture? Comment t'as connu Jules Verne et qu'est-ce qui t'a donné envie de Oui. travailler là-dessus? Tu vois, justement, ce qui est assez drôle, et c'était un peu le point de départ de mon livre, c'est que Jules Verne, je l'ai connu avant tout à travers ses adaptations au départ. Quand j'étais enfant, l'un des premiers, mon premier contact avec Jules Verne, c'est le film 20 milieux sous les mers de Disney, qu'on avait eu en cassette vidéo à l'époque avec mes frères et qu'on avait beaucoup aimé regarder. Et ensuite, je me suis justement beaucoup intéressé aux romans de Jules Verne, que j'ai commencé à lire pendant l'adolescence, puis à l'âge adulte. Et en fait, moi, ce qui me fascinait avec Jules Verne, c'est que je trouvais que c'était un écrivain qui à la fois était majeur à l'étranger. Vraiment, quand on demande à l'étranger quels sont les grands auteurs français, Jules Verne est l'un de ceux qui est cité presque en premier. Alors qu'en France, il est finalement très peu étudié, que ce soit au collège, au lycée, à l'université. Il n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur dans le milieu littéraire. Et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis professeur agrégé de lettres, donc je suis vraiment en contact direct avec ce milieu littéraire. Et donc, je trouvais que c'était important d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cette distance entre une bonne reconnaissance à l'étranger et une plutôt mauvaise reconnaissance en France. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre les causes. Est-ce que c'était justifié? Est-ce qu'il méritait finalement d'être considéré comme cela, avec un relatif mépris dans son propre pays? Et c'est pour ça que j'ai développé cette thèse de Jules Verne comme père de la pop culture, ce qui n'avait pas encore été montré jusqu'à maintenant. Parce que on savait déjà que c'était le père de la science-fiction, ou un des pères de la science-fiction avec Mary Shelley ou H.G. Wells, parce que ça a déjà été largement prouvé. Mais on peut pas limiter Jules Verne à la science-fiction, parce qu'en fait, Jules Verne a composé beaucoup de romans qui n'ont pas de lien direct avec la science-fiction. Michel Strogoff, Le Tour du monde en 80 jours. Voilà, il y a beaucoup de romans importants de Jules Verne qui sont des romans d'aventure, mais qui ne sont pas des romans de SF. Et donc, mon idée, c'était de montrer que justement, s'il avait été plutôt méprisé en France, c'est parce qu'en France, on a pendant longtemps, heureusement ça évolue, mais pendant longtemps, on a porté, notamment dans le milieu universitaire, un regard un peu méprisant sur les œuvres de pop culture. Et que justement, Jules Verne étant en grande partie, on aura l'occasion d'en parler, à l'origine de cette culture populaire, divertissante, transgénérationnelle, eh bien c'est en partie pour cela qu'il a été méprisé et mis un peu de côté par les auteurs, les écrivains ou les critiques français, alors que c'est pas du tout le cas à l'étranger.
C'est vrai que quand tu regardes la situation à l'étranger, notamment dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis ou même au Japon, la pop culture n'est pas du tout l'objet d'un mépris. Il y a beaucoup d'universitaires ou de chercheurs qui s'intéressent à ces œuvres-là. En France, ça commence à venir, mais le mouvement n'existe que depuis quelques années seulement. Justement, c'est quelque chose que tu présentes dans ton essai, c'est que le roman, donc à la fin du 19e siècle, était encore considéré comme, enfin, commençait juste à être un peu considéré, mais par rapport au théâtre et la poésie, était considéré comme un sous-genre, tout simplement, Oui, du récit. ah oui, tu as raison, oui, oui. Le roman, il faut rappeler rapidement que c'est un genre littéraire assez récent parce qu'en fait, le roman tel que nous le connaissons maintenant apparaît globalement au Moyen Âge avec des écrivains comme Chrétien de Troyes, alors que la poésie ou le théâtre, ce sont des genres qui apparaissent et qui sont pratiqués dès l'Antiquité, parfois une Antiquité assez tardive. Et donc le roman a souvent été l'objet d'un mépris, soit parce qu'on considérait que c'était un genre futile, qu'on racontait finalement des petites histoires qui n'avaient pas un grand intérêt, qui n'apportaient pas grand-chose à l'être humain, soit on considérait que c'était un genre immoral, parce que justement dans le roman, il y a souvent l'amour qui est au centre du récit, et dans des sociétés où souvent l'amour était placé au second plan parce qu'on considérait que ce qui comptait c'était le mariage arrangé et pas nécessairement une relation amoureuse qui se fonde sur d'autres critères que l'argent ou le milieu social, eh bien le roman était souvent critiqué par les États ou alors par les autorités religieuses. Et c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, le roman commence à devenir un genre littéraire important. Maintenant, c'est le genre littéraire dominant à l'époque qui est la nôtre. Et il a réussi à gagner ses lettres de noblesse au XIXe siècle grâce au réalisme et au naturalisme, les deux mouvements littéraires importants en France, puisque grâce à Balzac et Zola, on s'est rendu compte dans le milieu littéraire et auprès des lecteurs que le roman pouvait être un genre sérieux, un genre justement qui permettait de mieux appréhender la réalité, qui disait quelque chose de profond et d'intéressant sur notre monde. Et justement, Jules Verne, lui, ne se limitant pas aux romans de type purement réaliste, eh bien, il va commencer à être critiqué par un certain nombre de ses contemporains. Zola, par exemple, était plutôt jaloux du succès de Jules Verne, parce que le succès de Jules Verne n'est pas simplement francophone, il est international de son vivant. Et donc, il va considérer que c'est de la sous-littérature, que c'est une littérature qui n'a aucun intérêt, que la vérité pour le roman, c'est vraiment le réalisme et le naturalisme, et qu'au-delà de ces deux possibilités-là, c'est un roman de bas de gamme, un roman populaire, sans grande qualité. C'est un peu la même chose qu'on reprochait à une époque, justement, comme tu disais déjà tout à l'heure, à la pop culture, aux romans pulp et à tout ça, en disant que c'est des romans de gare. Où je me souviens, moi, d'une prof de français quand j'étais en cinquième, je lisais du Stephen King. À toute berzingue, j'avais découvert Mhm. l'auteur, on m'avait prêté un Stephen King et j'étais tombé amoureux, donc je me bouffais ça par kilo à l'époque. Et Ouais. notre prof de français, alors je pense que maintenant, une prof de français qui voit un élève qui bouffe des bouquins serait plutôt content. Mais à l'époque, même m'avait dit, donc, années 90, m'avait dit ouais, non, mais arrêtez de lire ça, c'est du roman de gare, ça n'a aucune valeur, etc. Mhm. J'étais un peu choqué, j'ai dit bah non, c'est cool, j'ai des bons bouquins, quoi. Enfin, Mhm. des bouquins que je Oui. trouve bons et je lis, c'est cool, enfin, ils devraient être contents, professeur de français. Et. Et ouais, donc ça rappelle toujours un peu ça. Et maintenant, Stephen King est considéré énormément dans la littérature. Oui, bien sûr. Lui a vraiment gagné ses lettres de noblesse à tout point de vue, notamment sur le tournant des fins années 80, années 90-2000. Et voilà, ça fait penser à ça par rapport à Jules Verne. Oui, tu as tout à fait raison, non mais c'est vrai. Et tu vois, pendant longtemps, justement, des œuvres comme celle de Jules Verne n'étaient pas du tout étudiées en France, que ce soit au collège ou au lycée. On considérait vraiment que c'était une forme de sous-littérature. Et là, au contraire, il commence de plus en plus à être lu et étudié, même d'ailleurs au niveau de l'université. Moi, je sais que je suis professeur justement dans le supérieur en classe préparatoire et je fais lire Jules Verne à mes étudiants. Eh bien, il y a 20 ou 30 ans, j'aurais été porté au pilori si j'avais fait ça. Donc ça prouve quand même que les choses sont quand même en train d'évoluer, c'est vraiment positif. Mais pendant longtemps en France, il y a eu toute une partie du milieu littéraire, ça allait des professeurs jusqu'aux critiques, en passant par les universitaires, les éditeurs, etc., qui considéraient que en littérature, si tu commençais à aborder seulement la littérature d'un angle réaliste, c'était la meilleure manière de procéder, et que tout le reste finalement était de la sous-littérature, etc. Et je montre justement dans mon essai que c'est vraiment une vision franco-française et que ça correspond pas du tout à l'histoire de la littérature. Par exemple, sans faire un long développement là-dessus, mais pendant l'Antiquité, le premier texte un peu de théorie littéraire qui nous est parvenu, c'est la poétique d'Aristote. Aristote, donc, qui est philosophe, mais qui s'intéresse aux textes de littérature qui
qui sont écrits à son époque. Et lui établit une différence entre ce qu'il appelle le poète, nous maintenant on dirait l'écrivain, et l'historien. Il dit que le rôle de l'historien, c'est de parler du réel, alors que le rôle du poète, c'est d'envisager ce qui pourrait être. C'est justement de créer un écrit d'anticipation, on pourrait dire maintenant, un écrit qui ne se contente pas de retranscrire le plus fidèlement possible la réalité. Donc il aurait été fondamentalement opposé, en fait, s'il avait vécu au 19e siècle, au réalisme, au naturalisme, il aurait plutôt été du côté de Jules Verne de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est pour mettre aussi les choses en perspective et bien se rendre compte que c'est pas nous, Français, qui avons eu raison de dire le roman doit être réaliste, la littérature doit être réaliste. Si on regarde, que ce soit par le passé ou si on regarde ailleurs, notamment dans le monde anglais, dans le monde américain, où beaucoup de littérature de l'imaginaire sont justement plébiscitées, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement la littérature, elle est beaucoup plus riche que le simple fait de s'intéresser à la réalité ou à tous les faits qui nous sont absolument contemporains. Ok, super intéressant ce Aristote qui rentre dans la danse. Donc parmi les thèmes que tu abordes ou que tu développes, donc tu dis que Jules Verne est le premier écrivain à faire de la littérature mondialisée. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, et je voyais justement quand vous avez publié la discussion là, que l'on est allé avoir ce soir, que quelqu'un avait suggéré que, par exemple, Ah Shakespeare oui, pouvait être le père c'est de la vrai. pop culture, ce qui est pas du tout une mauvaise idée en soi. Mais en fait, Jules Verne, c'est le premier véritablement à connaître déjà un succès absolument mondial. C'est tout simplement lié aussi à son époque, hein. On est à une époque où finalement il y a une démocratisation au 19e siècle de la lecture, il y a de plus en plus de lecteurs, que ce soit en Europe mais aussi à l'étranger. Et puis aussi, on a tout simplement des moyens de diffusion des textes qui est beaucoup plus important que par exemple à l'époque où vivait Shakespeare. Donc Shakespeare, bien sûr que c'est l'un des premiers grands écrivains européens à être lu au-delà des frontières de son pays, mais c'est un mouvement qui va se faire très progressivement, qui ne va pas intervenir tout de suite. Jules Verne, lui, c'est vraiment de son vivant qu'il est lu à peu près dans le monde entier. Il y a quelques anecdotes qu'on peut citer à ce propos. Il y en a une notamment que j'aime bien. Quand il écrit 20 milieux sous les mers, au départ, il avait prévu de faire du capitaine Nemo un Polonais, et un Polonais qui aurait créé le Nautilus pour se venger de l'Empire russe, puisque la Pologne et la Russie, au moment où Jules Verne écrit, étaient en tension assez vive. Là, c'était pas l'Ukraine, c'était la Pologne. Et l'idée de Jules Verne, c'était de montrer que cet homme qui avait tout perdu, donc sa famille, ses amis avaient été massacrés par l'Empire russe, aurait décidé de créer le Nautilus pour se venger. Et son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, qui était très très important dans la conception de ces textes, qui participait vraiment à la création des textes, s'y opposait, non pas parce qu'il trouvait que l'idée était mauvaise en soi, mais parce que Jules Verne, dès les années 1870, avait déjà un tel lectorat en Russie qu'il avait peur que ce lectorat soit vexé d'être considéré comme le grand méchant d'une histoire dont il voyait bien le potentiel. Effectivement, 20 milieux sous les mers, c'est le roman de Jules Verne qui actuellement est le plus lu au monde. Et il a décidé, donc justement, il a suggéré à Jules Verne de faire de Nemo eh bien, un inconnu, au moins dans ce tome-là, puisqu'ensuite on apprend qu'en fait il est d'origine indienne, mais parce qu'il avait vraiment peur de déplaire à ce lectorat de Russie qui était déjà très conséquent. Et puis donc, pourquoi est-ce que c'est un écrivain mondialisé? C'est pas simplement parce qu'il connaît un succès mondial, c'est aussi parce que c'est le premier écrivain de l'histoire de l'humanité à ne pas se focaliser sur des personnages de son propre pays. Alors c'est vrai que Shakespeare le faisait déjà un petit peu, il y a un certain nombre de récits de Shakespeare qui ne se passent pas du tout en Angleterre, avec des personnages qui ne sont pas anglais, mais Jules Verne c'est le premier parce que son œuvre est très conséquente, hein. Les Voyages extraordinaires c'est plus de 60 romans, c'est une petite vingtaine de nouvelles, c'est le premier à prendre en compte quasiment l'ensemble du monde. C'est-à-dire que quand tu lis l'intégralité des romans de Jules Verne, tu as des personnages qui sont français peut-être, mais ils ne sont pas majoritaires. Tu as des personnages anglais, américains, russes, brésiliens, chinois, hongrois, africains, etc. Là, je ne fais pas la liste complète, mais pratiquement toutes les nationalités des différents continents peuvent être représentées dans les Voyages extraordinaires à des degrés divers. Et c'est le premier véritablement à vouloir élargir comme cela. Et c'était d'ailleurs très conscient de sa part, puisqu'en fait, il s'était fixé un défi. Quand il écrivait un roman, il faisait en sorte que son roman suivant et ses romans suivants évitent d'évoquer trop longuement cette zone du monde ou cette culture qui avait été évoquée. Donc c'est pour ça qu'on a une très grande diversité et ça a contribué au succès international des Voyages extraordinaires parce que
il faut pas oublier que c'est important aussi pour un lecteur de pouvoir s'identifier au personnage. Eh bien, ici, quand on est un lecteur qui n'est pas forcément européen, eh ben on peut facilement s'identifier dans certains romans de Jules Verne parce que on va parler d'un territoire dans lequel on vit ou que l'on connaît on va avoir dans le cadre du récit des personnages qui ont la même nationalité ou une culture très proche de celle qui est celle des lecteurs. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour cela qu'il a réussi à mondialiser la littérature, que c'est le premier écrivain mondialisé à mon sens. Moi, ça m'a fait un rapprochement aussi en lisant ça. J'ai pensé un peu comme ça, naïvement, aux vues Lumière. Donc, quand le cinéma a été inventé par les frères Lumière Oui, à Lyon, là où je me trouve, c'est pas très loin d'ici oui, d'ailleurs. oui. En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont fait chouette, on peut filmer plein de trucs. Qu'est-ce qu'on va faire en fait après avoir filmé un train, etc. C'est d'aller un peu partout dans le monde, d'envoyer des opérateurs avec des caméras et d'aller filmer, se mettre sur une Oui, gondole à Venise et puis faire se balader, faire des vues de quelques minutes pour les ramener, oui. etc. Et ça m'a fait penser à ça aussi. On n'est pas très loin, on est sur à peu près la même période, hein, on est sur la fin du 19e siècle, Oui, etc. Et on a oui, cette volonté de montrer, on peut montrer ce qui se passe, donc on va aller un peu partout dans le monde et rapporter ces différentes cultures, bon, forcément pris d'un point de vue très franco-eurocentré, même très franco-français, quoi, mais avec mhm. cette volonté de partager, de réduire d'une certaine manière le monde. Oui, oui, tu as raison. Et d'ailleurs, il y a un vrai lien entre Jules Verne et le cinéma. Alors, les frères Lumière ne percevaient pas vraiment le cinéma comme ayant un potentiel narratif, comme étant vraiment finalement un art qui pouvait raconter des histoires. Et c'est vrai qu'ils le percevaient d'abord comme peut-être le moyen de retranscrire effectivement une bonne partie du monde par le biais du documentaire. Mais je montre par exemple dans mon essai que l'un des premiers réalisateurs, sinon le premier véritable réalisateur de l'histoire du cinéma, Georges Méliès, s'est beaucoup inspiré Oui, des voyages extraordinaires de Jules Verne. de ouf. Notamment son film le plus connu, Le Voyage dans la Lune, c'est une libre adaptation des deux romans lunaires de Jules Verne, ainsi que d'un roman de H.G. Wells qui lui-même s'inspirait des deux romans de Jules Verne. Et voilà, il a adapté également 20 milieux sous les mers, Voyage à travers l'impossible. Il a fait beaucoup d'adaptations de romans de Jules Verne. Et d'ailleurs, à son époque, il était surnommé le Jules Verne du cinéma. Et à la différence de H.G. Wells, qui lui était surnommé le Jules Verne anglais, et qui détestait cette dénomination parce qu'il avait envie justement de se démarquer de Jules Verne. Il savait que Jules Verne l'avait beaucoup inspiré, mais il avait besoin et envie de s'en démarquer. Et bien Méliès, lui, était tout à fait content d'être surnommé le Jules Verne du cinéma. C'était pas du tout une insulte pour lui. Il le percevait plus comme une forme de reconnaissance. Donc tu as tout à fait raison. Il y a un vrai lien de toute façon entre Jules Verne et le cinéma, que ce qui va contribuer justement à ce que Jules Verne s'impose de façon aussi globale, aussi massive de son vivant, c'est aussi qu'assez tôt, ses œuvres vont être adaptées sur un support qui va être extrêmement populaire, c'est justement le cinéma. Oui, et d'un autre côté, ce qui prouve, ce qui est bien, ça rejoint à la fois Aristote, ce que tu viens de dire, parce que moi je me souviens de mes cours de cinéma à l'époque, à la naissance du cinéma, c'est qu'on opposait justement ce que faisaient les frères Lumière et Méliès. On disait les frères Lumière Mhm. justement font du naturalisme, entre guillemets, enfin vont Oui, aller chercher des images très documentaires. C'est vrai que Méliès, lui, va s'amuser à dire, ah on peut chouette, on peut couper des images, on peut faire croire que des têtes volent, enfin, il venait oui, il venait du théâtre, enfin de la magie et de la fête foraine, hein, Méliès de toute façon. oui, Donc il avait se oui. dire comment on peut impressionner les gens et j'ai vraiment un média où je peux vraiment m'éclater de ouf. Enfin, il a inventé énormément de choses et vraiment ça rejoint un peu ce parallèle. Du coup, mon parallèle Jules Verne, Frère Lumière, n'est peut-être pas très très juste, mais forcément celui Méliès Jules Verne est très juste. Et donc on reste en gros sur Aristote, Zola, les Frères Lumière et enfin Aristote qui dit naturaliste et Aristote, Jules Verne et Méliès. Voilà, Oui, c'est ça. Ouais, exactement, je relis. exactement. Ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est vraiment intéressant de voir à quel point on a deux écoles en fait. Il y a Mhm. l'école effectivement plutôt réaliste et puis il y a l'école plutôt monde de l'imaginaire, etc. Et ce qui est bien, je trouve, actuellement en France, c'est que pendant longtemps, ces deux écoles ont été opposées de manière assez vive et sur l'école réaliste avait tendance à regarder avec beaucoup de mépris l'école plus imaginaire, on va dire, et c'est de moins en moins le cas. Donc ça prouve quand même que les mentalités changent et moi je le vois justement puisque je suis en contact de
personnes plus jeunes, j'ai des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans, et je vois bien quand même qu'ils sont beaucoup plus sensibles, même dans les lectures qu'ils ont faites avant d'entrer en classe préparatoire, sont souvent des lectures des littératures de l'imaginaire, alors que c'était beaucoup moins le cas, sans doute, il y a 10 ou 15 ans. Mhm. Donc voilà, les choses évoluent et c'est une bonne chose. Ta, ta, ta. Donc, moi j'aime bien, il y a un de tes chapitres qui s'appelle l'univerne. Oui. Qu'est-ce que l'univerne? Oui, T'as alors fait... l'univers, alors c'est pas moi qui ai trouvé cette formulation, je l'ai reprise à un spécialiste de Jules Verne qu'il avait utilisé il y a plusieurs années, mais pour lui donner encore plus de sens, en fait, l'univers, c'est le fait que Jules Verne, ce soit quasiment l'un des premiers. Alors il y avait Balzac qui avait déjà eu cette idée-là, ou Zola auparavant, mais lui il va donner à cela une autre portée. C'est l'idée que les différents romans qu'il a composés forment en fait enfin entrent dans un seul et même univers justement, c'est-à-dire que ce ne sont pas, sauf à de rares exceptions près, ce ne sont pas toujours des suites, hein. Donc on peut très bien prendre au hasard un roman de Jules Verne et le lire, on n'aura pas besoin d'avoir lu tous les romans qu'il a composés précédemment pour le comprendre, mais on l'appréciera d'autant plus si on a lu les romans qui ont été composés précédemment, parce que il fait plein de petites références justement à ces autres romans, et donc on voit bien ici à quel point les personnages de ces récits, même s'ils sont à chaque fois différents, enfin pour beaucoup d'entre eux, ils appartiennent à un seul et même univers. On a l'impression vraiment qu'ils sont tous dans un même monde dans lequel on aurait aussi bien le Nautilus, que Phileas Fogg qui tente de faire son tour du monde en 80 jours, que Michel Strogoff qui est un espion au service du tsar, etc. Donc c'est très intéressant, et justement, pour moi, c'est un peu ce qui va annoncer ce que l'on va trouver justement dans les comic books, que ce soit chez DC Comics ou bien alors chez Marvel, sachant qu'en plus, une des figures majeures de la société Marvel, c'est Stan Lee. Stan Lee, c'est un très très grand lecteur de Jules Verne, et il était très sensible à ça dans sa lecture des œuvres de Jules Verne, au fait que finalement, il y avait effectivement des personnages et des histoires qui existaient à part entière, mais qu'on pouvait les rattacher ponctuellement à d'autres personnages et à d'autres histoires. C'est ce que l'on trouve par exemple dans l'univers Marvel dès qu'il y a une réunion de super-héros comme les Avengers par exemple. Et Jules Verne, c'est l'un des premiers à avoir cette idée-là, puisque par exemple dans une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Voyage à travers l'impossible, eh bien il va réunir plusieurs personnages majeurs de ces récits. On a notamment le capitaine Nemo, on a Michel Ardan qui est le personnage principal des romans lunaires de Jules Verne, quand il y a cette tentative de l'homme de se rendre sur la Lune. Et donc il réunit plusieurs intrigues et plusieurs personnages qui appartenaient à des romans différents pour vivre une seule et même histoire extraordinaire. Et c'est un fait, le voyage extraordinaire de Jules Verne, enfin le voyage à travers l'impossible de Jules Verne, c'est un peu les Avengers de Jules Verne en un sens. C'est-à-dire que ici, on commence déjà à mettre en place effectivement ce qu'on appellera par la suite Sauveur, le fait que des personnages qui appartiennent à des histoires différentes, eh bien, peuvent se retrouver réunis très ponctuellement dans une même histoire, avec une même quête, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que lui était déjà conscient, peut-être sans l'exploiter totalement, mais il était déjà conscient du potentiel de réutiliser certains personnages, de veiller à ce qu'il y ait des intrigues qui puissent fonctionner ensemble, qui puissent se complexifier en se mettant les unes avec les autres. Hein, par exemple, le personnage du capitaine Nemo, c'est un point qui n'est pas toujours connu, parce qu'on connaît tous beaucoup la version de Disney, le film des années 1954. À la fin de ce film, le capitaine Nemo meurt, mais en fait, chez Jules Verne, il ne meurt pas. On le voit réapparaître dans un des autres grands romans de Jules Verne qui s'appelle L'île mystérieuse. Et donc là aussi, on a une sorte de crossover. Il fait une sorte presque de caméo dans ce roman. C'est un personnage que l'on voit peu, mais qui a un rôle quand même très important dans celui-ci. Et donc voilà, Jules Verne va être quand même à l'origine de procédés qui vont être beaucoup employés ensuite au XXe siècle, et notamment par DC Comics et Marvel. Et ben justement, l'apparition du Capitaine Nemo dans l'île mystérieuse m'avait. Moi j'étais gamin, j'étais en mode quoi? Enfin, tu sais, je m'attendais pas du tout à le voir arriver, j'étais en plein. Ouais. J'étais stupéfait, tout simplement. Mm, mm. Je m'en souviens très très bien. Autre héritage d'ailleurs auquel ça me fait penser, mais je crois que tu l'évoques dans ton bouquin, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires,
qui reprend notamment le Oui. Capitaine Nemo, rappelle un peu ça, même de manière beaucoup plus large, puisque ça prend plutôt des grandes figures du 19e siècle, Oui. assez fantastiques, et ça va vraiment un peu dans tous les sens. Mais ouais, je trouve qu'on a un peu ça, surtout qu'on revient un peu sur les mêmes périodes, etc. C'est un héritage assez chouette de mon point de vue. Oui, oui, le Capitaine Nemo, c'est vraiment le personnage de Jules Verne qui a donné lieu au plus grand nombre d'adaptations, en fait. C'est vraiment un personnage qui a fasciné beaucoup d'artistes. Donc, tu as raison, il y a eu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Donc, c'est un des personnages héroïques parmi d'autres. Donc, là, on pourrait dire presque les super-héros du 19e siècle, hein, dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Kevin O'Neill et puis Alan Moore, qui sont donc les deux créateurs de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ont ensuite décidé de créer une série spéciale consacrée à Nemo, ce qu'ils n'ont pas fait pour les autres personnages de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et là, on va suivre dans cette série spéciale la fille de Nemo, le petit-fils de Nemo, donc on s'intéresse vraiment ici à sa descendance, donc c'est assez intéressant. Et puis, il y a d'autres personnes d'autres artistes qui ont exploité le personnage de Nemo. Pour ceux qui aiment les voyages extraordinaires de Jules Verne, moi je recommande à chaque fois de regarder la série Nadia, le secret de l'eau bleue, qui a été composée au début des années 90. Donc c'est une série d'animation japonaise. C'est Miyazaki qui est à l'origine de cette série, et ensuite c'est Hideaki Anno qui va la réaliser, qui est plus connu surtout pour sa série Evangelion. Voilà. Et dans cette série-là, on suit l'histoire de Nadia qui s'avère être la fille du capitaine Nemo. Donc là encore, il est question de sa descendance, mais le capitaine Nemo fait vraiment partie de l'intrigue. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui, là j'ai donné ces deux exemples-là, mais on le retrouve dans d'autres supports, que ce soit en littérature ou au cinéma. C'est vraiment un personnage qui a fortement marqué les esprits. Et comme quoi, finalement, l'éditeur de Jules Verne qui avait décidé qu'il ne serait pas polonais, mais que ce serait en tous les cas, dans un premier temps, un personnage mystérieux, avait plutôt vu juste, parce que c'est un personnage qui a marqué. D'ailleurs, pour terminer là-dessus, le personnage de Nemo, il va également beaucoup inspirer l'écriture de deux personnages qui sont majeurs dans la pop culture. Dans le cas de la Guerre des Étoiles, c'est le personnage de Dark Vador. Il y a vraiment des parallèles importants qu'on peut faire avec Nemo, et George Lucas, c'était un grand lecteur de Jules Verne. Il est toujours d'ailleurs un grand lecteur de Jules Verne, mais par exemple, les deux personnages sont des êtres mystérieux, justement, qui vont prendre un nom qui n'est pas le leur, puisque le capitaine Nemo initialement s'appelle le prince Dakar, et puis va changer de nom suite à la perte justement de sa femme et de ses enfants, comme Dark Vador qui va perdre sa femme et ses enfants, et qui va devenir comme Nemo un misanthrope, quelqu'un qui ne va plus du tout croire en l'humanité, qui va même au contraire, à travers ses talents, détruire des vies, comme le fait Nemo qui coule d'un très grand nombre de bateaux avec son Nautilus. Donc il y a vraiment, ce sont deux personnages très solitaires qui vivent dans l'obscurité, à l'écart un peu du monde, etc. Qui ne semble pas très humain, puisque Nemo effectivement semble assez inhumain, et Dark Vador est inhumain aussi bien physiquement que spirituellement. Et puis, il inspire également beaucoup Nemo, parce que c'est vraiment l'une des premières grandes figures du Vengeur. Il va inspirer également la mise en œuvre du personnage de Batman. Ça, très clairement, il y Ok. a beaucoup de parallèles qui peuvent être établis avec Batman, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont connaître un traumatisme. Donc, Batman, c'est la perte de ses parents, Nemo, c'est la perte de sa femme et de ses enfants. Et ils vont décider de mettre leur vie au service d'une vengeance, mais en faisant en sorte que cette vengeance ne soit pas trop personnelle, puisque Batman essaye de lutter contre le crime, et Nemo, lui, va lutter notamment contre les esclavagistes, il aura souffert au cours de sa vie, sans raconter sa vie dans le détail, de l'esclavage, de l'oppression, notamment de l'oppression britannique en tant qu'Indien. Et donc, euh, comme Batman, il va parfois ne pas hésiter à aller à l'encontre de la morale pour mener à bien sa vengeance, mais une vengeance qu'il essaye malgré tout, à laquelle il essaye de donner un caractère un peu altruiste, puisque dans les deux cas de figure, tout en assouvissant leur vengeance, ils essayent quand même de faire du bien, alors de leur propre point de vue, hein. Pour Nemo, c'est plus discutable que pour Batman, mais voilà, Batman comme Dark Vador sont deux personnages qui sont des réécritures assez intéressantes du personnage de Nemo. Ok, et d'ailleurs, on peut faire du coup dire que tu as aussi fait un essai sur Star Wars. Oui, oui, c'est vrai. C'est un essai que j'ai écrit. Alors là, maintenant, ça remonte un peu. Il est sorti en 2017.
Et il avait une originalité, cet essai, c'est que c'était la première fois qu'on abordait vraiment la saga d'un point de vue littéraire, puisqu'il y avait eu énormément d'études qui étaient consacrées à Star Wars. C'est une Mhm. saga qui est très appréciée et très étudiée, mais ça n'avait jamais été abordé à partir de l'angle de la littérature, alors même que George Lucas est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup inspiré des mythes, de la littérature, et donc j'avais vraiment voulu aborder les différents films de la saga à partir de cet angle-là pour essayer de mieux comprendre encore la complexité des personnages, de l'intrigue. Voilà, on parlait de Dark Vador, j'ai fait une analogie entre Dark Vador et le personnage de Lucifer, tel qu'il est décrit dans la Bible et en littérature, cet ange déchu qui se transforme finalement en l'inverse de ce qu'il était censé être. Voilà, donc c'est une saga de toute façon Star Wars sur laquelle je continue toujours un peu à écrire, puisque j'ai fait un parallèle entre Dune et Star Wars dans mon essai consacré à Dune. Je parle Mhm. beaucoup de George Lucas dans mon essai consacré à Jules Verne, parce que c'est un des très très grands héritiers avec Steven Spielberg de Jules Verne. Voilà, et puis c'est vrai que de toute façon, Star Wars, c'est un tel monument de la pop culture que, écrivant sur la pop culture, d'une manière ou d'une autre, c'est difficile de ne pas être amené à un moment ou à un autre à parler de Star Wars. Tous les En plus, c'est un chemins mènent à plaisir. Star Wars. C'est un peu ça. Je fais un coucou dans le chat, d'ailleurs il y a Anne, je sais pas si elle est encore là, mais elle a fait un kikou, et Yousol qui est parmi nous aussi. N'hésitez pas, si voulez intervenir, il n'y a aucun souci les amis, voilà, c'est juste pour faire un coucou, et merci aux nouveaux follow hein, qui sont arrivés. Célas59, petite crewmate et Eiffel Reptile. C'est toujours un. Faut vraiment que je m'entraîne à dire les noms des pseudos, c'est toujours un exercice. Euh, oui, effectivement, tu fais aussi un parallèle avec le Japon, parallèle Oui, que j'ai trouvé, dans le bon sens du terme, inattendu. Tu as déjà touché un mot avec donc, Miyazaki et oui. Flûte. Hideaki Anno. Ouais, Hideaki Anno, c'est Ouais. ça. Et oui, donc le Japon, de toute façon, le Japon est une culture qui absorbe beaucoup, beaucoup de choses et qui a vraiment, vraiment ce côté-là. Oui. Sur Miyazaki, hors les exemples que tu as donnés, est-ce que tu en as d'autres? Oui, alors, en fait, tout d'abord, pour le Japon, ce qu'il faut noter, c'est que Jules Verne, c'est le premier écrivain français à être traduit au Japon. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça prouve à quel point, justement, on parlait d'écrivains mondialisés et importants. C'est pas du tout Victor Hugo, Balzac, Zola, Stendhal ou Flaubert qui sont traduits les premiers au Japon. Le premier écrivain parmi tous les écrivains français, c'est Jules Verne. Et son œuvre est très appréciée au Japon. Il est considéré comme un écrivain majeur. Miyazaki, justement, considère que parmi les ouvrages qu'il faut avoir lus dans sa vie, eh bien, il est impératif d'avoir lu au moins une fois 20 milieux sous les mers. Il a une vraie admiration pour Jules Verne. Et Jules Verne, en fait, va exercer une forte influence, donc déjà effectivement sur Miyazaki, qui lui-même ensuite va inspirer beaucoup d'artistes, parce que c'est vraiment une figure tellement majeure au Japon pour l'animation ou même le manga, parce que par exemple, une des œuvres du Miyazaki comme Nausicaa, à l'origine c'est un manga, donc effectivement, Mhm. il influence bien les animateurs que les mangaka. Et par exemple, ce qui plaît beaucoup aux Japonais, et ce qui commence à se développer pas mal en Europe, c'est l'esthétique steampunk, hein. Donc pour rappeler rapidement, parce que c'est vrai que c'est un terme dont on entend parfois parler, mais qui n'est pas toujours facile à définir ou à bien connaître, le steampunk, en fait, c'est lorsqu'on représente soit le 19e siècle, soit le début du 20e siècle. Grosso modo, ça irait des années 1860, on va dire, jusqu'aux années 1910, 1920 à peu près. C'est très variable en fonction des œuvres, mais c'est grosso modo le début de la révolution industrielle jusqu'au début du XXe siècle. Sauf qu'on représente cette période-là de façon uchronique, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire de cette période et notamment on présente cette société plutôt européenne comme ayant un niveau technologique bien plus élevé que ce qui était le cas dans la réalité. Et donc, par exemple, dans les œuvres de steampunk, on va montrer que oui, les hommes, effectivement, ont une technologie qui leur permet d'aller dans l'espace, ont une technologie qui leur permet d'aller sous les mers, etc. C'est donc un mouvement qui s'inspire énormément des œuvres de Jules Verne. C'est vraiment le père, non pas fondateur, mais le père, on va dire, spirituel du steampunk. C'est vraiment la figure tutélaire
de ce mouvement. Et ça plaît effectivement beaucoup au Japon. Les Japonais aiment beaucoup réécrire le 19e siècle, seconde moitié du 19e siècle européen, et montrer cette technologie beaucoup plus avancée, mais en même temps un peu rétro-futuriste, parce qu'il ne s'agit pas ici de présenter cette technologie comme ressemblant à celle de notre époque. Et ce qui est assez intéressant, c'est donc qu'on trouve ça chez Miyazaki avec des œuvres comme Le Château ambulant ou Le Château dans le ciel, Mhm. mais on va la trouver également chez d'autres mangaka. Par exemple, il y a une œuvre extrêmement populaire actuellement dans le monde du manga et de l'animation, c'est l'Attaque des Titans. Et l'Attaque des Titans, c'est clairement une œuvre qui a une esthétique steampunk. Alors pas au tout début, mais par la suite, il y a vraiment une esthétique steampunk qui peut être assumée. Et là, il y a vraiment des parallèles qui peuvent être faits justement avec les œuvres du Miyazaki et par extension les œuvres de Jules Verne. Et puis Jules Verne également, il est très important au Japon parce que il y a déjà dans ses romans toute une esthétique qui va annoncer un peu celle du jeu vidéo, l'idée d'open world, etc. Et c'est vrai que le Japon, c'est le grand pays du jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui reprennent un certain nombre de thématiques qu'on trouve dans les voyages extraordinaires. J'en parle d'ailleurs dans mon essai à un moment donné. Je fais un parallèle entre les jeux Megaman ou Megaman X Mhm. et les voyages extraordinaires de Jules Verne. Il y a vraiment cette idée-là, l'idée que le joueur doit aller à la découverte de nouvelles contrées, des contrées qui sont un petit peu inconnues, qu'il y a également cette importance qui est accordée à la science, à la technologie. Il y a même une volonté de rendre hommage à Jules Verne, puisque dans ce jeu vidéo, le concepteur du personnage principal, le docteur Light, est représenté comme une sorte de double de Jules Verne. Il a une barbe blanche, il a les yeux bleus comme Jules Verne. Ils ont vraiment voulu ici lui rendre hommage, c'est assez drôle. Donc voilà, oui, Jules Verne, vraiment, quand on va au Japon et que l'on a la possibilité de parler un peu de littérature, et notamment de littérature européenne avec des Japonais, clairement pour eux, c'est une figure absolument majeure. Et ce qui est drôle, c'est que parmi les jeunes générations de Japonais, ils ne sont pas toujours lecteurs de Jules Verne, mais ils ont tellement été inspirés par des personnes qui ont beaucoup lu Jules Verne, comme Miyazaki, Toriyama, etc., que, en fait, ils sont indirectement des connaisseurs de l'œuvre de Jules Verne. Donc, ils continuent finalement à influencer sans même qu'on l'ait lu. C'est intéressant parce que Steampunk, notamment sur la prochaine édition, on va en parler, notamment sur le fait que alors l'équipe de programmation des Intergalactiques, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais un petit peu quand même, on va dire, c'est que nous on a tendance à dire que le Steampunk peut avoir juste une portée esthétique, vraiment ce côté très esthétique, mais souvent apolitique. Le Steampunk a rarement été pris comme vecteur d'idées politiques à son intérieur. Du coup, mais par rapport à ce que tu viens de dire et l'émission qu'on a fait hier avec Bolche Geek sur la série Arcane, je sais pas si tu l'as vu, Oui, oui. qui a une grosse esthétique steampunk, notamment au milieu de tout ça. Du coup, qui effectivement là a un discours politique derrière, de lutte des classes, etc. Mhm. Et notamment Attaque des Titans. Alors là, d'un point de vue politique, on est sur des œuvres les plus dures et les plus Oui. puissantes qui existent actuellement. Mais ça me fait rebondir sur la question sur justement politiquement et vraiment Jules Verne se situait comment parce que donc il était beaucoup sur la science, Oui. le progrès va réunir l'humanité, on va vers des meilleurs de lendemain, mais sinon d'un point de vue même personnel, comment il se situait un peu dans son œuvre. Mhm. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent quand on évoque Jules Verne. Mhm. Alors, Jules Verne, s'il vivait à notre époque, on le classerait plutôt à droite, mais on va dire que ce sera une droite assez modérée, plutôt centre-droit. C'est pas un écrivain qui est très politisé de manière générale. C'est-à-dire que lui, oui, ses opinions sont plutôt à droite. Quand il y a eu la Commune de Paris, clairement, il n'était pas du côté des communards, par exemple, en 1870. Donc, c'est pas quelqu'un qui serait à gauche, comme pourrait l'être à la même époque Victor Hugo, par exemple, mais c'est pas quelqu'un qui considère que son engagement politique, qui était assez faible, doit vraiment être perceptible dans ses œuvres. Il a fait un petit peu de politique, mais à une échelle très très locale. Il a été conseiller municipal d'Amiens. Il était surtout en charge de la culture. Il avait envie en fait d'être utile à la fin de sa vie à la collectivité de façon très concrète, mais c'était pas du tout en vue de défendre une idéologie quelconque. Ses œuvres d'ailleurs, même si c'est un homme plutôt de centre droit, ses œuvres marquent plutôt un certain progressisme en fait, à deux points de vue notamment.
c'est déjà quelqu'un, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui est assez ouvert à la possibilité que l'on parle non pas simplement de la France, mais de l'ensemble du monde. Et pas nécessairement de façon méprisante ou de façon européano-centrée. Parce que par exemple, on a, et nous ça nous paraîtrait presque normal maintenant, mais à son époque c'est une vraie innovation, on a quand même à la fin du Tour du monde en 80 jours un mariage mixte entre Phileas Fogg qui est britannique et Aouda qui est indienne. Et à cette époque-là, c'était une vraie innovation. Il y avait très peu d'écrivains qui osaient faire ce genre de choses. C'est également un écrivain qui, certes, n'accorde pas une très très grande importance à des personnages féminins héroïques, mais il y a quand même quelques personnages féminins importants. Aouda, justement, dans Le Tour du monde en 80 jours, en fait partie. Il y a également un de ses romans qui n'est pas très connu, Le Pays des fourrures. Le personnage principal est une femme et on est dans un roman d'aventure. Et le roman d'aventure, à cette époque-là, c'était vraiment un roman qui était fait pour les hommes, par les hommes, et dans lequel les personnages étaient, pour l'essentiel des personnages masculins, les femmes étaient seulement réduites à la question de l'amour, était un petit peu la récompense qu'on donnait aux héros valeureux à la fin de l'intrigue. Et lui, par contre, ne limite pas du tout la femme à ce rôle-là. Il y a vraiment des femmes qui sont puissantes, qui sont importantes dans les romans de Jules Verne, même si bien sûr, c'est pas du tout un romancier qui accorde aux femmes une place qui est maintenant la leur dans la pop culture, où il y a quand même beaucoup de personnages féminins très forts et très importants. Mais il y a quand même déjà cette volonté de faire évoluer en tous les cas le modèle du roman d'aventure. C'est l'un des premiers vraiment à faire cela. Et puis, il y a un certain, il y a un certain progressisme, presque assez un caractère visionnaire, dans le sens où c'est l'un des premiers écrivains quasiment écologiques de l'histoire. Alors, ce serait anachronique de dire qu'il est écologique puisque le terme n'est pas du tout employé sous sa plume, mais à son époque-là, à son époque, ça veut rien dire d'être écologique, c'est pas du tout un terme qui existe, que l'on retrouve. Mais par exemple, dans 20 milieux sous les mers, il critique la surpêche, il montre à quel point si l'être humain continue à maltraiter finalement les espèces vivantes, cela peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble de l'écosystème. Et dans beaucoup de ses textes d'ailleurs, il va plutôt dénoncer le fait que l'humanité ne traite pas la nature avec suffisamment de soin et de respect. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il parle déjà de réchauffement climatique ou qu'il dit que l'humanité va courir à sa perte si elle agit ainsi, mais clairement il y a une sensibilité écologique. Et on parlait de Dune tout à l'heure, un des grands lecteurs de Jules Verne au début du XXe siècle, c'est Frank Herbert. Et Frank Herbert, c'est l'un des premiers très très grands écrivains écolos pour le coup de l'histoire, puisqu'au moment où il est déjà Dune est un roman qui a une vraie dimension écologique, qui est totalement assumé par son auteur. Et en même temps qu'il écrit Dune, il écrit un des grands romans écologiques des années 60 qui s'appelle Le Cerveau vert, Frank Herbert. Et cette sensibilité écologique, elle ne vient pas que de Jules Verne, mais elle vient en partie de sa lecture de Jules Verne, où il était justement très sensible au fait que chez Jules Verne, on dénonçait quand même le comportement de l'humanité vis-à-vis de la nature, et le fait que la nature n'était pas toujours suffisamment respectée par l'humanité. D'accord, ben, super intéressant. Bah oui, comme tu le disais, effectivement, la question m'est venue pendant que tu parlais du steampunk et le côté politique de Jules Verne auquel tu as répondu. D'ailleurs, Jules Verne, autre côté, même si ça n'a plus tout la même résonance aujourd'hui qu'à l'époque, donc j'ai appris, on apprend, et j'ai appris dans ton livre qu'il voulait rentrer à flûte. Il n'a jamais réussi à l'Académie. Merci, l'Académie française, ouais. Oui, oui. Oui, oui, Ouais. il avait cette volonté-là. Alors, parce que lui, en fait, était persuadé d'écrire de bons textes littéraires. Parce que c'est vrai que Jules Verne, on le limite souvent à ses innovations, ses inventions fabuleuses, ses voyages à travers le monde, ce qui est tout à fait vrai. On va pas nier du tout cette dimension-là. Mais c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup ses textes. C'est-à-dire que souvent, les romans qui nous sont parvenus, c'est des romans dont on était arrivé ici à la septième ou la huitième version. Donc, en termes de réécriture du texte, c'était vraiment quelqu'un qui prêtait qui faisait vraiment attention. C'est quelque chose qui a été reconnu d'ailleurs ensuite par des écrivains au XXe siècle qui n'étaient pas nécessairement des écrivains de l'imaginaire, mais qui ont reconnu qu'il avait un grand style, hein. Apollinaire, le poète français du début du XXe siècle, disait que Jules Verne avait un formidable style. Ça a été le cas aussi de Leclésio, qui a été prix Nobel de littérature il y a quelques années, Julien Gracq, Michel Butor. Donc des écrivains qui ne composent pas des textes de l'imaginaire, mais qui reconnaissent en lui un écrivain qui écrit bien, justement. Mais par contre, à son époque, ce qui va empêcher la possibilité qu'il intègre l'Académie française, c'est déjà, il faut le dire,
une vraie jalousie d'un certain nombre de membres de cette académie, qui considéraient que finalement il obtenait déjà suffisamment de lauriers comme cela, on n'allait pas en plus lui faire l'honneur d'obtenir l'Académie française. Et puis aussi, ce qui va le desservir, c'est l'adaptation de ces pièces de théâtre, de ces romans en pièces de théâtre, parce qu'en fait, c'est là aussi qu'il est un des pères de la pop culture. La pop culture, c'est la mise en œuvre d'un univers étendu également. L'une des premières grandes franchises de la pop culture au XXe siècle, c'est la planète des singes. Et très vite, avec la planète des singes, à partir du roman de Pierre Boulle, on va avoir les films, une suite de films, la série télévisée, toutes les figurines que les enfants vont vouloir se procurer, même les masques pour se grimer en singe, etc. Et donc, Jules Verne, lui, est l'un des premiers, enfin sinon le premier à voir que on peut ne pas limiter au seul roman, qu'on peut effectivement proposer d'autres, on peut étendre l'univers par l'écriture de pièces de théâtre. Ensuite, ces œuvres, elles vont également donner lieu à des jeux de société, des puzzles, elles vont être adaptées sous forme de spectacles de guignols, notamment à Lyon, etc. Donc il y a cette dimension-là qui est très importante chez lui. Et pour revenir effectivement au début sur l'idée que Jules Verne n'a pas pu intégrer l'Académie française, c'est parce que ces pièces de théâtre, effectivement, étaient volontairement pensées pour plaire à un très large public. C'était effectivement des textes qui, littérairement parlant, étaient de moins bonne qualité que ses romans, par exemple, mais lui trouvait que c'était important aussi de pouvoir démocratiser ça. On a ça avec la pop culture quand on voit par exemple que dans certaines franchises, il y a des séries qui sont parfois à destination des enfants ou des séries qui sont beaucoup moins ambitieuses que les films, parce qu'il faut aussi étendre cet univers, essayer de s'adresser au plus grand nombre. Donc Jules Verne, lui, c'est le premier à vraiment percevoir cela. Et simplement, ça va lui coûter sa place à l'Académie française, puisqu'on va dire définitivement que c'est un écrivain populaire, un écrivain qui compose peut-être quelques romans intéressants, mais qui a aussi écrit des pièces de théâtre, grands spectacles, qui ne méritent pas qu'on s'y intéresse longuement. Voilà. Ensuite, c'est pas très grave pour lui, parce que très honnêtement, quand on regarde la liste des personnes qui ont été refusées à l'Académie française, il y a de très 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 grands auteurs. Et parfois, les académiciens, à l'inverse, sont des personnes qui ne sont plus du tout lues, dont le nom ne parle à plus personne maintenant. Donc parfois, finalement, un échec peut avoir quelque chose de positif. La postérité aura gagné. Oui, c'est ça. Donc on a un peu parlé du théâtre, d'Hollywood, etc. Donc il y a aussi l'aspect bande dessinée que tu abordes dans ton Oui. essai, qui est donc très importante aussi vis-à-vis de Jules Verne. Oui, tu as raison. Mm. En fait, ce que l'on constate quand on travaille sur l'héritage de Jules Verne, comme je l'ai fait donc pendant un très longtemps avant d'écrire ce texte, c'est que la plupart des adaptations, alors officieuses de Jules Verne, parce qu'il y a un certain nombre d'adaptations officielles où là on retrouve le titre du roman de Jules Verne, on essaye le plus possible de coller à ce qui est dit dans le roman. Mais ce qui est très intéressant dans l'héritage culturel de Jules Verne, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations que je dirais indirectes ou officieuses, où on s'inspire de ces voyages extraordinaires, mais où on va ici proposer une réécriture de ceci. Et le média qui le fait le plus, c'est la bande dessinée. L'une des bandes dessinées les plus vendues au monde, et qui est d'ailleurs considérée parfois comme la première très grande bande dessinée, c'est Les Aventures de Tintin. Mhm. Hergé est parfois considéré comme le père de la bande dessinée dans sa complexité, etc. Là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais beaucoup de spécialistes de la bande dessinée considèrent que c'est le premier grand auteur de bande dessinée de l'histoire. Eh bien, Hergé est un des héritiers les plus importants de Jules Verne. Alors, il n'a jamais véritablement admis cela, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il laissait entendre que Jules Verne, il l'a à peine lu, il a tenu des propos assez contradictoires. Une fois, il a dit qu'il avait lu 20 milieux sous le mer étant jeune, ensuite il a dit que c'était une lecture qu'il avait abandonnée. Ah, Voilà, il y avait... Nicolas, Oui, juste on a un petit truc Twitch, hein. On a un raid ah oui, qui vient d'avoir lieu, donc il y a C'est toi la radio qui nous a envoyé des gens, donc désolé, faut les accueillir, etc. Donc je te coupe, oui. je suis vraiment désolé. Et ben bonjour les gens et bonjour et merci C'est toi la radio pour le raid. Merci beaucoup, soyez les bienvenus sur la chaîne des Intergalactiques, chaîne d'un festival
de science-fiction qui se déroule à Lyon au printemps et sur lequel on fait des émissions à l'année. Donc soyez les bienvenus. Un grand merci à C'est toi la radio pour le raid. Ça fait plaisir d'avoir plein de nouveaux copains et copines qui débarquent. Et ce soir, nous recevons donc l'essayiste Nicolas Allard. Avec qui nous parlons de Jules Verne, tout simplement. Bon, l'émission est quand même bien avancée. Désolé, bah non, Maravega, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de nous couper un raid. C'est toujours la petite émotion au milieu d'une émission, donc ça fait toujours plaisir. C'est plutôt 1000 fois merci. 1000 sortes de faire coucou. N'hésitez pas à follow si vous le souhaitez et à suivre ce qu'on fait. Il y a des liens un peu de partout, comme sur Twitch, bien entendu. Donc soyez les bienvenus et merci encore pour le raid. Coucou Maravega, bah oui, une habituée. Voilà, et je sais qu'on avait, j'ai oublié son pseudo. Merci Maravega. Yousol, bah, qui doit nous quitter parce qu'il regardera la fin plus tard, mais qui apparemment a passé un super moment actuellement avec nous. Donc bah ouais, bah n'hésitez pas à follow et si vous vous débrouillez bien, et franchement, je sais pas qui reste encore, etc. On peut atteindre les 1000, les 1000 followers, ce serait mon Noël si vous faites ça, si on y arrive. Ce serait vraiment mon Noël en février ou ma pré-Saint-Valentin, que sais-je. Nous sommes à 980, c'est incroyable, plus que 20 followers et les intergalactiques passent les 1000 et 1000 followers. C'est toujours un petit marche-pied dans l'histoire d'une chaîne. Donc je vous y invite, même si on ne revenait pas, mettez votre petit follow, on dit pas non. Et on peut reprendre avec Nicolas, donc du coup, Allard, au sujet de Jules Verne. Et on était donc sur l'aspect bande dessinée. Vraiment, désolé de t'avoir coupé, Nicolas. Voilà, oui. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, Hergé donc, a toujours refusé d'être considéré comme un héritier de Jules Verne. Parce que sans doute ils étaient très proches déjà culturellement, Hergé est belge, francophone, ils appartiennent à des générations qui ne sont pas extrêmement éloignées, et donc c'est un peu comme H.G. Wells qui refusait d'être perçu comme le Jules Verne anglais, et bien lui refusait d'être le Jules Verne de la bande dessinée. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles qui existent, qui sont parfois assez troublants entre ces œuvres-là. Et donc, Hergé, c'est un des grands héritiers de Jules Verne. C'est pas le seul, d'ailleurs, dans le monde de la bande dessinée. Il y en a d'autres qui assument beaucoup plus l'héritage. Pour en citer quelques-uns rapidement, tu as par exemple Jacobs avec Black et Mortimer, où là, clairement, il y a plusieurs albums qui sont des reprises ou des réécritures des Voyages extraordinaires. Tu as Hugo Pratt avec Corto Maltese. Et puis également, vraiment dans le monde français, tu as Jacques Tardy avec Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Où là, il l'a d'ailleurs clairement dit dans plusieurs interviews qu'il s'est beaucoup inspiré des Voyages extraordinaires de Jules Verne et qu'il a voulu les réécrire. Voilà, donc la bande dessinée, c'est vraiment un univers très riche pour réécrire les œuvres de Jules Verne. Il y a aussi... rapidement, qui est à la fois un auteur de bande dessinée, puis qui a réalisé de très beaux jeux vidéo. Il nous a quitté l'an dernier, Benoît Socal avec des jeux comme La Mer Zone, Siberia, etc. A réécrit les Voyages extraordinaires de Jules Verne dans le monde du jeu vidéo. Et puis il avait commencé une série qui s'appelait Aquarica et qui là aussi était placée sous le sceau de Jules Verne. Donc pour les amateurs de bande dessinée, il y a plein de choses intéressantes à voir en ce qui concerne l'héritage culturel de Jules Verne. On nous a partagé dans le chat justement le Château des Étoiles de Alex Alice. Oui, exactement. Ouais. Et là, Alex Alice, pour le coup, alors lui, il était fasciné par les 2 romans lunaires de Jules Verne, et ça a été le point de départ de son travail, et c'est donc une bande dessinée steampunk de très grande qualité, hein. C'est vraiment magnifique, hein. C'est presque un bel objet à avoir chez soi en tant que tel, et là, il y a énormément de références aux Voyages extraordinaires, et là, l'héritage est pour le coup tout à fait assumé. Autant chez Hergé, c'est très compliqué. Il y a vraiment une volonté de se détacher de Jules Verne. De nouveau, je pense, parce qu'il y avait une trop grande proximité des œuvres, des générations, de la culture. Donc, il fallait vraiment qu'il marque son empreinte en se détachant de Jules Verne. Autant les autres qui ont suivi, que ce soit Jacobs, Hugo Pratt, Alex Alice, etc., ce sont des artistes qui ont assumé cet héritage. Ok, merci pour les follow les gens, j'en profite, hein, désolé, c'est toujours la grande plaisir. aventure du raid. Merci pour les follow. Alors, sujet un peu plus sensible, notamment pour nous.
mais je vais quand même l'aborder. Dans l'essai, du coup, tu parles de la Red Team, et tu dis que Oui. Jules Verne aurait fait partie de la Red Team. Alors, je dis qu'en tous les cas, il aurait été sans doute sollicité. Je ne sais pas Ah, s'il aurait d'accord. dit oui. Ça, Ok. c'est une Bah, vraie question. Ouais. Mais très certainement qu'il aurait été sollicité parce qu'en fait, par rapport à la Red Team, il y a quand même l'idée de faire plutôt appel, bien sûr, à des écrivains de science-fiction. Et mhm. si, admettons que la Red Team ait été mise en place, si on fait un peu d'Uchronie au moment où Jules Verne écrivait, c'était quasiment le seul écrivain de science-fiction en France, ou en tous les cas, l'écrivain majeur. Et très certainement, donc, en plus, comme c'est quelqu'un qui était assez visionnaire, il a écrit un roman d'ailleurs qui a été publié seulement au début des années 90, qui s'appelle Paris au XXe siècle, qui est une dystopie où il envisage Oui. justement vraiment ce que pourrait devenir Paris, la société française par la suite. Clairement, c'est un écrivain qui aurait intéressé la Red Team. Ensuite, bien sûr, on ferait de la fiction en se demandant est-ce qu'il aurait accepté ou pas d'en faire partie. C'est possible, mais personne ne peut avoir la réponse. Mm. Il y a Thomas, effectivement, j'ai pas précisé. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la Red Team? Tu le feras mieux que moi parce que tu le résumes très bien dans ton livre en quelques lignes. Ah, bah, très, très rapidement, la Red Team, donc c'est un projet qui a été mis en place il y a quelques années par le ministère des Armées, le ministère de la Défense en France, et qui vise à envisager en fait quels pourraient être les conflits ou les enjeux de demain. Et pour cela, donc, il y a un certain nombre d'artistes qui ont été sélectionnés ou sollicités par le ministère de l'Armée. Essentiellement, beaucoup d'artistes quand même qui relèvent plutôt des littératures de l'imaginaire et plus particulièrement de la science-fiction. Voilà, et pour ceux que le projet pourrait intéresser, donc il y a justement Lloyd Cherry dont on parlait tout à l'heure, qui est donc à l'origine du projet Tout sur Dune, qui a écrit un bel article qui est facile de retrouver en ligne pour Le Point il y a 1 ou 2 ans. Et puis la Red Team a aussi sorti un ouvrage là très récemment qui vise à montrer un petit peu comment peuvent être envisagés visuellement ou dans les idées les conflits ou les enjeux de demain. Voilà, alors ce qui fait un petit peu polémique, effectivement, c'est l'idée selon laquelle ces artistes-là qui avaient auparavant une liberté ne l'auraient peut-être plus autant désormais qu'ils travaillent pour l'armée. C'est vrai que ça, ça crée des réactions très, très contrastées dans le milieu littéraire ou dans le milieu de la science-fiction entre ceux qui trouvent que finalement c'est plutôt une bonne idée, que ça doit plutôt être salué le fait que l'armée se dirige ou accorde de l'importance à des personnes qui relèvent de l'imaginaire et de la littérature, et puis d'autres qui considèrent que le mariage est un peu explosif et qu'il faudrait plutôt dissocier les deux. Voilà, moi j'ai pas une opinion très forte par rapport à ça, pour être tout à fait honnête, non pas que je ne veuille pas me mouiller, mais je regarde ça d'assez loin, à vrai dire. Mais voilà, j'en ai parlé rapidement dans mon essai parce que, indéniablement, oui, ce projet-là où on essaye de se servir de la science-fiction notamment pour envisager le lendemain, ça fait clairement quand même référence à ce que Jules Verne lui-même essayait de mettre en œuvre dans ses textes, parce que lui estimait que sa différence avec H.G. Wells, c'est qu'H.G. Wells envisageait des situations, des histoires qui étaient impossibles, et alors que lui s'est toujours documenté auprès des scientifiques de son époque. C'est aussi en cela qu'il est un des pères de la pop culture, parce que dans la pop culture, maintenant, beaucoup d'artistes se documentent auprès de grands scientifiques avant de composer leurs œuvres. Steven Spielberg s'est beaucoup documenté auprès de Jack Horner, qui est l'un des grands paléontologues avant de réaliser Jurassic Park. Christopher Nolan, lui, s'est adressé à Kip Thorne, qui est prix Nobel d'astrophysique, pour composer Interstellar, etc. Donc c'est vrai que cette tradition-là, c'est Jules Verne qui le premier à cette idée-là de se dire, bah là j'ai envie de parler, lui il écrivait ce qu'il appelait des romans de la science, j'ai envie de parler de la science dans mes romans, mais je ne suis pas scientifique, donc il faut que je m'adresse aux grands scientifiques de l'époque pour envisager ce qui pourrait être possible demain. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait poser la question de savoir à quel niveau la réalité et la fiction se rejoignent ou inspirent qui, dans le sens où effectivement bon, il y a eu Léonard de Vinci qui n'était pas très loin non plus, enfin bien avant, mais il a mis en place le sous-marin, l'hélicoptère, enfin tous ces trucs-là Oui. qui ont forcément inspiré derrière comment on peut faire un sous-marin, etc. Oui, bien sûr. La télévision aussi, dans le château des Carpates, c'est pas son roman le plus connu, mais il y a déjà cette technologie qui fait penser à la télévision, qui n'est pas nommée comme telle. Voilà. Alors,
En tous les cas, aux États-Unis, il est vraiment considéré comme un visionnaire, notamment en ce qui concerne la conquête spatiale, puisque quand même dans son roman De la Terre à la Lune, il envisage que les hommes puissent partir depuis la Floride, ce qui sera le cas ensuite avec Cap Canaveral. Et dans ce qu'il a pu décrire de la conquête spatiale, bien sûr qu'on ne part pas depuis la Terre avec un obus, comme il l'explique dans son roman, mais il y a un certain nombre de données qu'il présente dans ce roman et dans sa suite autour de la Lune, qui vont inspirer les scientifiques américains, qui vont leur faire dire qu'en fait, même si bien sûr on ne pouvait pas adapter en tant que tel toutes ces propositions, il était véritablement visionnaire, puisque à son époque, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que certes, ce n'est pas possible ce qu'il raconte à ce moment-là, mais que ça pourra l'être par la suite. Là où d'autres écrivains des mondes de l'imaginaire, eux, proposaient de pure fantaisie et ne disaient pas du tout demain ou dans les décennies qui viennent, on pourra envisager de faire telle ou telle chose. Ok. Ok. Bah, j'arrive un peu au bout de mes questions, je t'avoue. S'il y en a dans le chat, n'hésitez pas. Ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, Nicolas, que tu souhaiterais aborder. Ah, écoute, je crois on a bien fait le On tour a de la fait un bon question. tour, ouais. Il y a un point rapide qu'on peut aborder qui montre à quel point justement il est important. Jules Verne, c'est qu'il est devenu lui-même un personnage de la pop culture. C'est-à-dire que j'utilise souvent l'exemple d'Edgar Rice Burroughs, qui est le père de Tarzan et de John Carter, et qui est quelqu'un qui est assez peu connu en tant qu'écrivain. On connaît ses grands personnages, mais lui, on le connaît assez peu. Alors que Jules Verne, au contraire, c'est un personnage à part entière maintenant de la pop culture, presque tout le monde le connaît. Je cite à un moment donné dans mon essai un passage de Retour vers le futur 3 où le Oui. doc justement dit à quel point c'est Jules Verne qui lui a donné envie de faire de la science et il le cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce film. Il y a un manga français d'ailleurs, City Hall, un manga steampunk qui montre Jules Verne comme une sorte ici de super-héros et qui est accompagné de l'écrivain Arthur Conan Doyle. Et là aussi, on voit que Jules Verne est un personnage à part entière. Il y a le très beau roman de Johan Elliott où Jules Verne, Mhm. c'est La Lune seule le sait, où Jules Verne est ici le personnage principal et est une sorte d'agent secret qui est envoyé sur la Lune pour enquêter sur les mauvais agissements de Napoléon III. Donc c'est une chronique qui est assez plaisante à lire. Donc c'est devenu un personnage à part entière de notre culture et ça c'est quand même une preuve justement de son importance parce que ces personnages auraient pu marquer l'histoire, mais finalement lui-même, en tant qu'individu, a réussi à marquer les esprits. Et puis peut-être pour terminer sur la question de la pop culture, pourquoi est-ce que vraiment moi j'estime que c'est le père de la pop culture? Bah justement parce que c'est le premier à se dire que la culture populaire, la culture de masse, elle peut s'adresser aussi bien aux adultes qu'aux plus jeunes. Lui ne considérait pas du tout qu'il écrivait seulement pour des enfants et des adolescents. Donc il avait cette idée que cette culture, elle pouvait être plaisante, divertissante, mais en même temps exigeante d'un point de vue intellectuel et qu'elle pouvait avoir plusieurs niveaux de lecture. Et puis, il a vraiment réussi donc à mettre en place cet univers étendu qui n'était pas présent avant lui véritablement. Et puis je crois qu'il y a un autre point très important en ce qui concerne le Jules Verne en tant que père de la pop culture, c'est justement cette capacité à voir son œuvre prendre des milliers de visages différents, parce que il est père de la pop culture par ses pratiques d'écriture, mais aussi par l'inspiration qu'il a pu avoir sur un très grand nombre d'artistes. Hein. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on aurait pu en évoquer d'autres, comme James Cameron. Titanic est une sorte de réécriture d'un des romans de Jules Verne qui s'appelle Une ville flottante. Euh, George Lucas, on en a parlé tout à l'heure, mais même Steven Spielberg et George Lucas, lorsqu'ils composent Indiana Jones, c'est une co-création et c'est clairement une réécriture des Voyages extraordinaires. Donc ce qui est fascinant avec Jules Verne, c'est vraiment de voir à quel point, de son vivant comme après sa mort, il a exercé une influence majeure sur une culture populaire, divertissante et intelligente, qui maintenant a une importance capitale dans la société qui est la nôtre. Il y a donc Mara Vega, oui, donc la référence à Edgar, bah, elle kiffe. Et elle va donc faire un stream pardon, sur le cycle de Mars bientôt sur C'est toi la radio. Et ben ça sera un plaisir de regarder ça, ma foi. Je serais vraiment super intéressé. Et on a une question de HHC 370. Est-ce qu'il y avait d'autres écrivains qui orbitaient autour de Jules Verne?
Alors, ça dépend si c'est en France ou à l'étranger. À l'étranger, clairement, alors, H.G. Wells est un héritier de Jules Verne très direct, même s'il n'acceptait pas trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce rapprochement. En France, pas tant que ça. Alors, il y a d'autres artistes comme Albert Robida qui était là aussi assez proche de Jules Verne dans ce caractère visionnaire, cette esthétique qui ensuite va être considérée comme un peu rétro-futuriste. Mais pas, en fait, c'est là où on voit justement que c'est une autre preuve pour moi du fait qu'il soit le père de la pop culture, c'est que il va plus inspirer des artistes qui appartiennent à d'autres domaines que la littérature. C'est-à-dire qu'il inspire de grands écrivains comme H.G. Wells, Edgar Rice Burroughs, Conan Doyle également. On n'a pas parlé de Jurassic Park, mais Jurassic Park, sans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, n'existerait peut-être pas. Michael Crichton a bien dit à quel point c'est une œuvre qu'il avait influencé. Donc, il inspire de grands écrivains, mais il va surtout inspirer finalement des artistes qui n'appartiennent pas au domaine de la littérature, plus au domaine justement à des domaines qui vont relever plus directement que la littérature de la pop culture, comme le cinéma, parce que clairement Méliès va être un vrai héritier de Jules Verne. Et comme Méliès lui-même va être considéré comme une figure majeure du cinéma, par beaucoup d'artistes qui sont nés d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, comme George Lucas, Steven Spielberg ou Martin Scorsese. Martin Scorsese qui est un grand héritier de Méliès. Eh bien voilà, il va finalement s'étendre, mais pas tant par la littérature que par d'autres formes d'art. Donc voilà, si on veut parler sinon des écrivains, peut-être qu'on l'a pas fait rapidement, qui l'ont inspiré. En France, Alexandre Dumas, qui est parfois aussi considéré comme un des ancêtres de la pop culture, avec notamment les Trois Mousquetaires, eh bien, Dumas et Jules Verne se connaissaient, étaient amis, et c'était vraiment une figure paternelle pour Jules Verne qu'Alexandre Dumas. Et lui, sinon, aimait beaucoup lire les récits d'aventure. Son livre de chevet, pendant très longtemps, c'était Robinson Crusoe, par exemple. Et plusieurs des romans de Jules Verne réécrivent un peu les aventures de Robinson Crusoe. Et bah, ça me fait penser à une filiation aussi, du coup, peut-être un peu capillotractée, mais en partant de Voyage au centre de la Terre, est-ce qu'on pourrait pas arriver à King Kong, et de King Kong, est-ce qu'on pourrait pas arriver à Oui, Godzilla? oui, Jules Verne, oui, père de Godzilla. complètement. Oui, oui, ben, mais tu as raison, c'est un point, en fait, forcément, c'est un sujet tellement vaste qu'on traite qu'on laisse forcément des choses de côté. Mais en fait, Jules Verne, c'est le premier écrivain à vraiment considérer que les animaux sauvages, notamment, peuvent constituer des antagonistes du récit et peuvent avoir presque un caractère parfois monstrueux, même s'il avait un certain respect, comme on l'a dit, pour la nature. Là, simplement pour des questions d'intrigue, de péripéties, il va développer cela. Je parlais tout à l'heure de la planète des singes. Bah, par exemple, dans Le village aérien, c'est un de ces romans qui se déroule en Afrique, les personnages principaux vont être confrontés à des peuplades qui se trouvent entre l'homme et l'animal et qui vont justement être des peuplades qui sont capables de s'exprimer, qui sont assez inquiétantes, assez angoissantes. Et pendant tout ce périple qui amène donc les personnages à rencontrer ensuite ce peuple-là, ils sont régulièrement amenés à être confrontés à des animaux sauvages qui constituent de véritables dangers. À un moment donné, il y a des éléphants, il y a également, ça pourra nous amuser, mais il y a des hippopotames qui sont vraiment décrits comme étant des créatures aquatiques. On a presque l'impression dans certains passages d'être dans les dents de la mer en fait. Et Jules Verne, c'est quelqu'un donc qui montre effectivement ce danger représenté par des animaux sauvages, des animaux qui peuvent être quasiment monstrueux. Et ensuite, à travers ces voyages extraordinaires et ces récits d'aventure, il va donc inspirer Edgar Rice Burroughs avec Tarzan. Par extension, King Kong, donc qui à la base, c'est effectivement pas du tout une œuvre littéraire, c'est une œuvre cinématographique. Mhm. Et King Kong, les créateurs de King Kong se sont inspirés des voyages extraordinaires de Jules Verne. C'est pas leur seule référence, mais ils l'évoquent comme une des références. Et ensuite, on va trouver toujours cette idée un peu des îles mystérieuses, un peu dangereuses,
où des créatures étranges et inquiétantes peuvent se trouver. Une des grandes séries du début du XXIe siècle, Lost, se place clairement sous le patronage de Jules Verne. Lost, c'est la version moderne de l'île mystérieuse de Jules Verne. Et il y a plein de parallèles très très intéressants à faire. Justement, si ceux qui aiment la série Lost, moi je vous recommande vraiment la lecture de l'île mystérieuse de Jules Verne. Il y a notamment le personnage principal de Lost, qui est le docteur Shepard. Eh bien, on a trait pour trait le même personnage. Alors, il est ingénieur, mais sinon, il se ressemble presque trait pour trait. Dans l'île mystérieuse, le personnage principal, qui est donc un ingénieur, ressemble à ce personnage-là. Donc, oui, tu as raison. King Kong fait partie des œuvres qui sont influencées par Jules Verne. Ce serait mentir de dire que ce sont les Voyages extraordinaires qui seuls ont influencé King Kong, mais on ne peut pas laisser ça de côté, c'est indéniable. Et oui, Mara Vega qui dit, on a dit le mot Godzilla, Fabien Moreau va arriver d'une seconde à l'autre en mode quoi, Godzilla, j'arrive. Fabien Moreau, grand ami du festival. Et Lost, oui, je suis d'accord, j'y ai pensé tout à l'heure, en plus ça m'est passé par la tête, et notamment sur un élément extrêmement très spécifique, c'est qu'il y a la fumée noire, donc qui se pèse surtout dans la première saison, qui a une espèce de monstre, bon c'est pas trop ce que c'est, une espèce de fumée noire qu'on entend, mais surtout moi ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'est qu'on entend des bruits de chaîne car elle passe, enfin vraiment d'espèces de mécanismes qui justement me rappellent beaucoup le côté un peu steampunk ou vraiment d'engrenage, enfin etc. Et qui donnait vraiment à cette entité justement qui était extrêmement volatile, puisque c'est de la fumée. Mais on disait, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mécanisme un peu ancien, rétro-futuriste qui est derrière ça, parce que sur les premières saisons, on se doutait absolument de rien. Et ça m'était passé par la tête, cette question-là, ouais. Oui, tu as raison. Et moi, j'en ai parlé de Lost dans mon essai, et notamment, je montre qu'il y a un point commun intéressant, c'est que Jules Verne a envisagé la possibilité qu'il puisse y avoir une île qui se déplace, en fait. C'est dans un de ses romans. Donc, c'est l'île aux hélices. Et dans Lost, à un moment donné, si l'île, justement, on ne la repère pas sur les cartes, c'est parce qu'ils sont en mesure de la déplacer. Donc là, clairement, ils ont repris directement une idée de Jules Verne, parce c'est pas une idée qu'on trouve ailleurs en littérature, l'idée d'une île mouvante comme ça. Voilà. On a également un petit peu dans Lost l'idée de l'Atlantide. Il y a quand même quelque chose qui est un peu supposé par rapport à ça, notamment dans les dernières saisons, même si c'est pas dit clairement. Et Jules Verne, c'est le premier écrivain à vraiment populariser le mythe de l'Atlantide. C'est aussi pour ça qu'il est très important dans son héritage. On n'a pas parlé de Disney, mais par exemple, dans le monde de Disneyland, il a vraiment une importance très grande. Et le mythe de l'Atlantide a été réécrit en 2001 avec le film d'animation Atlantide, l'Empire perdu, qui n'a pas été un grand succès au box-office, alors que c'est un Disney qui est assez audacieux, assez ambitieux quand même, même visuellement. Et l'histoire très intéressante aussi, l'histoire de sa production. Je sais plus, je crois que c'est Leméa qui a fait une vidéo là-dessus qui est super intéressante sur d'où il venait, que c'était vraiment un projet qui a été qui a été repoussé plein de fois, finalement qui a été fait un peu comme il pouvait, mais qui avait vraiment une vision derrière tout ça avant ce film. Oui, exactement. Et il voulait clairement, pour le coup, il l'avait dit, faire une réécriture de 20 milieux sous les mers et de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc c'était vraiment un hommage qui était rendu à Jules Verne. Et bien justement, c'était par rapport à la question de l'Atlantide. Parce que l'Atlantide, le mythe commence à être abordé par Platon dans ses dialogues socratiques. Mais ensuite, la littérature ne va pas trop s'en occuper. Et c'est vraiment Jules Verne qui va exploiter ce mythe de l'Atlantide, parce qu'il en parle bien sûr dans 20 milieux sous les mers. Mais il va en parler également dans sa pièce de théâtre Voyage à travers l'impossible. Et vraiment, les Atlantes, tels qu'il en parle dans cette pièce de théâtre, sont présentés comme un peuple très puissant, très avancé technologiquement. L'image que l'on en a maintenant, en fait. Et bien, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Si vous voulez rebondir. En tout cas, pour le rappeler, si ça vous a plu, donc c'est paru en fin d'année dernière. Ah, ça va me faire du flou, hein. On va rien voir. Hein. Moi, je vais mettre le lien dans le... Donc, Les Mondes extraordinaires de Jules Verne aux origines de la pop culture et de la science-fiction, édité chez Armand Collin, donc écrit par Nicolas Allard, juste devant vous. Tu es sur... je vais mettre le lien du coup. Tu es sur de futurs projets là actuellement d'écriture?
Oui, exactement. Je travaille sur deux projets depuis pas mal de temps parce que souvent les projets sur lesquels je travaille demandent vraiment un très très gros boulot en amont de recherche, de lecture, de documentation. J'essaye vraiment d'être le plus précis et le plus juste possible. Donc je travaille sur un projet collectif alors je peux pas encore l'évoquer parce que c'est pas encore signé, mais ça devrait se faire et sortir fin d'année 2023. Et puis sur un projet solo, les deux étant de deux franchises de la pop culture, voilà, qui n'ont pas encore été trop traitées. Mais voilà, je peux pas en parler plus en détail pour le moment, mais c'est vraiment des projets passionnants et qui sont différents, mais qui ont malgré tout un certain nombre de points communs dans les thématiques. Et donc, bah, j'espère pouvoir en parler plus en détail prochainement. C'est des choses qui sortiront plutôt année 2023, à vrai dire, parce que là, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, mais j'ai envie encore de bien peaufiner tout ça pour que les projets soient vraiment satisfaisants. Là, j'ai juste prochainement, début mars, les éditions Brajlon m'ont demandé d'écrire la préface d'une nouvelle édition du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, donc voilà, Chouette. qui va paraître prochainement. Puis j'écris également une nouvelle pour le festival Les Hypermondes sur Jules Verne, justement. Bah, Voilà. super. Et comment on peut te suivre, Nicolas? Et ben sur Twitter essentiellement, je suis sur Facebook, mais c'est vrai que c'est plus un compte privé. Mais je Ouais. suis sur Twitter, voilà, et avec mon prénom et mon nom habituel. Donc voilà, on peut me suivre et j'aime bien échanger justement avec soit des lecteurs, soit des passionnés de pop culture ou de science-fiction. Donc c'est toujours avec plaisir. Bah écoute, je mets ton... Oula, je suis sur le mauvais. Je mets ton pseudo dans le... Ah, oui. Hop là, dans le chat. Donc vous pouvez suivre. J'ai mis dans le chat direction les éditions bah, là, du Node qui ont partagé oui, le monde extraordinaire de Jules Verne et aussi dans le chat donc le Twitter de Nicolas. Et ben écoute, un énorme merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, ça a été un grand plaisir, hein. C'était vraiment sympathique De et ouf. voilà, et c'était comme la dernière fois, vraiment un plaisir de pouvoir échanger vraiment en détail sur des sujets qui sont assez vastes et complexes. Ah, c'est cool. Je vais juste, ça, pour juste prendre une petite seconde parce que comme d'hab, je vais chercher un. Nous aussi, on va faire un raid. Alors, j'aime bien lui, mais ça va vraiment trop casser l'ambiance. Je suis désolé, c'est toujours un petit truc entre deux os qui se déroule toujours en fin de stream. Euh, pff. Tiens, ça a l'air cool ça. Ouais, allez, on va aller sur On se laisse la nuit, qui passe des courts-métrages réalisés par des femmes. C'est une youtubeuse twitcheuse lyonnaise qu'on aime beaucoup. Et voilà, quitte à faire un raid, on fait simple, efficace. Sinon, j'y passe 1 heure. Non, c'est pas du tout ça. Quel est le bon bouton? Nous y voilà. Et ben, faites-lui un coucou de notre part. Merci à tous d'avoir été là. On a le programme de la semaine qui est apparu en début d'émission, que je vais remettre en fin là tranquillement. Vous faites un coucou, on se laisse la nuit de notre part parce que ça fait toujours plaisir quand on fait un raid comme les gens qui sont venus tout à l'heure. Merci aussi aux gens qui sont venus sur le de Maravega pour nous rejoindre. Alors toujours un peu bizarre parce que j'ai l'impression de parler tout seul. Hop, et et un énorme merci. Et je vous le souhaite tout simplement une très bonne soirée. Je mets un petit écran d'attente pour que vous voyez l'actualité qui arrive. Et je vous dis à bientôt. Merci, bonne soirée. Allez.